Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui avec nos 3 conférenciers du jour qui sont là pour nous parler des plantes et de l'eau dans le cadre de ce cycle de conférences des ouvertures qui a pour thème les cycles de l'eau cette année. Donc je vais vous dire quelques mots sur chacun de nos intervenants du jour. Nicolas Langlade a commencé sa carrière en Suisse par un doctorat à l'université de Neuchâtel sur l'étude physiologique et moléculaire de l'exsudation d'acide organique et le développement des racines protéoïdes du lupin. Ouais, voilà, ça vous montre bien que je ne suis pas du domaine. Ensuite, il a travaillé au Royaume-Uni entre 2002 et 2006 sur le développement évolutif des feuilles et de la couleur des fleurs chez le muflier. Ensuite, il est recruté en 2006 à l'INRA en tant que postdoctorant au laboratoire de reproduction et de développement des plantes à l'École normale supérieure de Lyon. Avec Peter Rogowski, il a brièvement travaillé sur le développement des grains de maïs. Il rejoint ensuite le laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement, le LIMPME, de Toulouse, en tant que chercheur en 2007. Directeur de recherche depuis 2016, il dirige aujourd'hui l'équipe de recherche ASTR, Abiotic Stress Tolerance in Sunflower, qui vise à identifier les bases génétiques et moléculaires de l'adaptation du tournesol aux contraintes abiotiques, sécheresse et froid, au niveau physiologique et évolutif. Il dirige des programmes de recherche multidisciplinaires dans le cadre de partenariats publics-privés internationaux, ainsi que le Centre de ressources génétiques Tournesol Soja et la plateforme de phénotypage végétal Phénotool. Nicolas Langlade a obtenu son HDR, habilitation à diriger les recherches sur l'intégration des contraintes environnementales et évolutives dans les réseaux de régulation génique en 2015 à l'Université de Toulouse. Fabien Mounet, deuxième intervenant, après des études à l'Université de Bordeaux, en licence et master, il a fait son doctorat au sein du laboratoire de biologie du fruit et pathologie à l'INRAE de Bordeaux, sur le rôle de l'auxine dans les mécanismes d'expansion cellulaire chez le fruit de tomate. Il poursuit par un postdoctorat à l'INRAE de Nantes pour étudier les mécanismes de formation de la cuticule et par un second postdoctorat à l'université de Malaga. Là, on n'était plus trop sur les tomates, peut-être, sur les oranges, non, j'arrête, pour étudier les mécanismes impliqués dans la résistance des plantes au stress abiotique. Il est recruté en 2011 à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier en tant que maître de conférence. Il travaille depuis 13 ans dans l'équipe régulation et dynamique de la formation du bois du laboratoire de recherche en sciences végétales et il dirige cette équipe de recherche depuis 4 ans. Il enseigne la physiologie végétale dans le département biologie et géosciences de la faculté sciences et ingénierie de notre université. Et enfin, Soline Marty, qui féminise un peu cette chaire, hein, ça nous fait bien plaisir. Soline Marty a fait sa licence biologie des organismes, des populations et des écosystèmes à Toulouse entre 2018 et 2021. Elle a suivi un master biologie agrosciences, parcours interaction plantes-micro-organismes à Montpellier. Et après différents stages au laboratoire FIM à Montpellier, sur des thématiques interaction plantes pathogènes, elle est actuellement en doctorat au LIP dans l'équipe stratégie infectieuse des xanthomonases sous la direction de Laurent Noël. Voilà, c'était un peu long, ils étaient 3, c'est normal. Je leur laisse de suite la parole. Merci. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais commencer par faire mon enseignant, c'est-à-dire que je vais aborder des choses très vulgarisées avant de laisser mes collègues vous parler plus en détail de certains points spécifiques de leur recherche. Aujourd'hui on va vous parler de l'eau bien sûr, mais aussi des plantes. Alors avant d'aborder ces thèmes-là, quelques mots sur nos laboratoires. Mes collègues et moi-même, on travaille au sein de 2 laboratoires, le LRSV et le LIPME, qui sont situés sur le site INRAE d'Eusville.
Ces laboratoires-là accueillent des équipes de recherche qui travaillent sur des thématiques relativement proches, hein, le développement des plantes et l'interaction entre les plantes et leur environnement. Et d'ailleurs, tous nos collègues, les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires, sont en pleine réflexion justement pour bâtir un projet ambitieux de fusion de ces laboratoires qui, si cette structure voit le jour, ça sera un des plus gros laboratoires de recherche sur les plantes en Europe. Donc ces laboratoires abritent des chercheurs, mais aussi des enseignants. Donc des enseignants qui font des cours en biologie des plantes, en microbiologie, en écologie, en bioinformatique, en licence et en master. Ça représente environ 4000 heures chaque année et ça touche entre 1500 et 2000 étudiants qui suivent ces enseignements. Ça me paraissait important de le rappeler. Alors revenons à notre sujet, l'eau et les plantes. Alors bien évidemment, les plantes, tout comme les animaux, sont composées de tissus principalement composés d'eau. Donc l'eau est très importante pour le développement de ces tissus et ils sont constitués pour ces tissus de cellules. Donc vous avez ici des cellules végétales en haut, des cellules animales en bas et finalement ces cellules elles sont organisées vraiment presque de la même façon et fonctionnent de façon très similaire. Alors il y a évidemment dans les cellules végétales quelques petites particularités que l'on va aborder et c'est important dans ce qui nous occupe puisque ces particularités-là elles sont intimement liées à l'eau et notamment la capacité de ces cellules végétales là à produire leur propre matière, leur propre énergie à partir d'eau et de CO2, donc elles peuvent produire des sucres en faisant de la photosynthèse dans ces petits organites là qu'on appelle des chloroplastes grâce à l'énergie lumineuse. Autre particularité des cellules végétales, que n'ont pas les cellules animales, la présence là d'une paroi, une paroi rigide qui protège la cellule et dont le rôle est principalement de rigidifier les tissus de la plante pour les rendre particulièrement solides. Mais cette paroi là, elle n'est pas que rigide, en fait c'est une sorte de gel, un gel où l'eau circule. Donc un gel où l'eau et les petites molécules, tous ces fluides là sont transférés dans les tissus de la plante. Autre particularité de la cellule végétale, la présence de ce petit sac rempli d'eau à l'intérieur de la cellule végétale qu'on appelle une vacuole, qui est très importante pour le stockage des composés produits par la cellule végétale, mais aussi pour l'accumulation de l'eau qui donne à la cellule végétale un aspect gonflé et bien solide. Et cette turgescence, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait d'avoir des cellules végétales gonflées d'eau, elle est très importante pour les plantes. Et lorsque les plantes sont en restriction d'eau, en stress hydrique, l'eau va sortir des cellules végétales et vous pouvez l'observer vous-même sur les plantes que vous avez chez vous. Vous avez une perte de rigidité des organes, flétrissement des organes. Donc ça, lorsque l'eau sort de la cellule, cette vacuole va servir un petit peu de tampon, va perdre son eau. C'est ce que vous pouvez voir ici sur la vidéo, ici à droite, où on a utilisé finalement un colorant pour vous montrer à quel point la cellule végétale peut, on dit se plasmolyser, se réduire. Mais c'est pas pour ça qu'elle va mourir, finalement. La présence de cette paroi un peu solide et de cette vacuole va permettre de préserver la cellule végétale et de la rendre un peu plus résistante à ce mécanisme-là que les cellules animales. Donc cette vacuole, elle peut aussi se remplir d'eau, et se remplir tellement que finalement elle va occuper la quasi-totalité du volume cellulaire. Donc vous avez ici des images de microscopie de cellules végétales, et vous avez cette vacuole qui va grossir, et qui va être extrêmement importante pour accompagner et permettre l'élongation des cellules végétales. Donc ça, c'est un mécanisme vraiment important chez les plantes, puisque ça assure la croissance de la plante. Donc la plante va générer des cellules pour pousser, mais ce qui permet aux organes de grandir, de se former, ça va être l'élongation de ces cellules végétales, qui est permise par l'assouplissement de la paroi dont je viens de vous parler, et par l'accumulation d'eau qui crée cette force nécessaire à l'élongation des cellules. C'est aussi ce mécanisme-là qui permet aux plantes d'orienter leur croissance. Voilà. Il faut savoir que les plantes, elles vont orienter leur croissance en fonction des signaux qu'elles reçoivent de l'environnement, et notamment des signaux lumineux, ça s'appelle le phototropisme. Et pour orienter leurs organes, comme vous le voyez ici avec ces petites plantes-là, lorsqu'on change l'orientation de la lumière,
elles peuvent détecter le sens, l'orientation de cette lumière et orienter la croissance de la tige en conséquence. Et bien ça, les plantes peuvent le faire en faisant grandir les cellules d'un côté de la tige et pas de l'autre, de façon à la faire bouger. Donc ça permet aux plantes de détecter les signaux lumineux. C'est un peu le même mécanisme qui est utilisé par les plantes pour détecter la gravité terrestre et permettre aux plantes de faire pousser leurs racines vers le bas et d'orienter leurs tiges vers le haut. Donc ces paramètres-là, reliés à l'eau et à l'absorption, aux échanges d'eau entre les cellules, eh bien, ils sont très importants pour les propriétés physiques de la cellule végétale, à la fois la paroi, qui peut être rigidifiée ou pas, et la vacuole, qui peut accumuler de l'eau et être en turgescence ou au contraire se vider. Eh bien, ça permet aussi aux organes de la plante de pouvoir bouger. Ce gain ou cette perte de rigidité, ça permet notamment à certaines plantes de faire bouger leurs organes, comme les plantes carnivores, pour faire bouger les pièges qui piègent les insectes, ou certaines plantes comme ce Mimosa pudica qui peuvent faire bouger leurs folioles afin de les protéger contre des agressions de l'environnement. Ça permet aussi à certaines plantes comme l'Oya de se rétracter pour se protéger, dans ce cas-là, contre un environnement de sécheresse. Et ça permet aussi à certaines structures de la plante, au niveau des feuilles, de pouvoir s'ouvrir ou se fermer, comme c'est le cas de ces pores que l'on appelle les stomates, pour échanger les gaz avec l'atmosphère. Donc vous voyez, l'absorption et le transport des plantes, ce sont vraiment des paramètres, des mécanismes essentiels pour le développement des plantes. Donc les plantes ont dû mettre en place finalement des stratégies pour s'assurer de pouvoir capter l'eau dans le sol, le transporter dans le reste des organes de la plante pour l'utiliser. Et cette utilisation, ça sous-entend aussi qu'une partie de l'eau soit évaporée au niveau des feuilles. Donc ça, ces différentes stratégies, les plantes au début, elles n'avaient pas vraiment besoin de les mettre en place, puisque les organismes végétaux se sont développés dans un milieu aquatique, mais dès qu'elles ont colonisé la partie terrestre, elles ont dû mettre en place des stratégies particulièrement complexes pour s'assurer l'accès à l'eau et l'utilisation de cet élément. Donc les plantes, on va en voir plus sur ces trois aspects-là. Les plantes, elles sont capables d'ajuster ces paramètres en fonction des contraintes de l'environnement, de façon à pouvoir s'adapter à ces stress qui les mettent en danger et peuvent parfois les tuer. Donc au niveau des racines, la plante va mettre en place un système racinaire qui permet d'absorber l'eau et les nutriments grâce à des structures spécialisées. On va trouver des poils absorbants qui permettent notamment d'absorber l'eau et les nutriments pour les transvaser dans le système vasculaire. Donc ça, les plantes présentent une grande variété de systèmes racinaires, en fait, avec des racines qui peuvent se développer parfois très profonds dans la terre, à plusieurs dizaines de mètres. Voilà, on a des articles qui montrent que certains arbres, par exemple, peuvent faire pousser leurs racines jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur. Et il y a même des articles sur certains eucalyptus qui montrent que la capacité d'absorption de ces systèmes racinaires permet d'absorber même des métaux. Voilà. Sur des anciennes mines d'or, on retrouve de l'or même dans les feuilles des eucalyptus. Donc, si vous êtes intéressé par ce mode d'extraction, n'hésitez pas. Je doute, ceci dit, que ce soit un moyen de faire fortune. Alors, évidemment, il y a énormément de gènes qui sont impliqués. Voilà, il y a plusieurs centaines de gènes qui sont impliqués dans le développement des racines des plantes. Et c'est très intéressant pour nous, biologistes qui étudions les plantes, de comprendre la fonction de ces différents gènes. En connaissant la fonction de ces gènes-là, on peut éventuellement améliorer, adapter la capacité des plantes à absorber l'eau et à résister au manque d'eau. C'est le cas par exemple dans cette publication, vous voyez, chez le riz, vous avez certaines variétés de riz qui ont un système racinaire assez peu développé et qui sont plutôt sensibles à la sécheresse. En étudiant la fonction de certains gènes, on a pu voir qu'ils permettaient de développer le système racinaire de façon beaucoup plus conséquente et de rendre les pieds de riz plus tolérants au manque d'eau. Donc lorsque l'eau est captée par les racines,
eh bien, elle va transiter jusqu'aux feuilles, et un élément essentiel et très important pour permettre de faire monter l'eau des racines jusqu'aux feuilles, c'est la présence au niveau des feuilles de structures adaptées, d'orifices qui permettent d'évaporer l'eau, donc on appelle les stomates. L'ouverture et la fermeture de ces orifices est extrêmement bien régulée par la plante, et cette perte d'eau au niveau des feuilles des plantes, ça permet de créer une force de succion, d'aspiration, qui est essentielle pour faire monter l'eau des racines jusqu'aux feuilles. Donc là encore, il y a énormément de gènes, dont la fonction pour beaucoup d'entre eux est encore inconnue, qui permettent de contrôler la formation de ces structures-là, des stomates au niveau des plantes, de contrôler eh bien, la taille des stomates, leur nombre, l'ouverture, la fermeture, et qui sont eh bien, autant de fonctions dans la plante qu'il est intéressant d'étudier pour essayer de comprendre comment elles peuvent échanger et des paramètres à étudier pour leur permettre de mieux résister aux contraintes de l'environnement, comme la sécheresse. Entre les racines et les feuilles, eh bien, l'eau transite par des systèmes vasculaires. Donc, ces tissus vasculaires-là sont composés de beaucoup de cellules différentes, dont la fonction est propre à chaque cellule, et en particulier de vaisseaux. Donc, ce sont des cellules collées les unes aux autres, qui meurent finalement, et qui forment comme des tubes qui vont transporter l'eau et les nutriments des racines jusqu'aux feuilles. Alors, ces cellules-là larges, la composition de leurs parois, finalement, la seule chose qui reste, ce sont leurs parois, eh bien, la composition de ces parois là est vraiment très importante, puisque les molécules d'eau qui transitent par ces tissus vasculaires vont interagir avec les parois pour monter au sein de ces tissus vasculaires jusque dans la partie aérienne de la plante. Et donc, il y a des interactions entre les molécules d'eau et ces parois, qu'on appelle la capillarité, qui vont aider la sève à monter. Alors, ces vaisseaux-là, ces vaisseaux dans les tissus vasculaires, ils permettent la montée verticale de l'eau, mais ils ont aussi des structures qui permettent à l'eau et aux ions d'être transvasés d'une cellule à l'autre en latéral, de façon latérale. Donc ces petites structures que vous voyez ici, ce sont des jonctions, des trous qui permettent les échanges entre les cellules. Et ils jouent un rôle vraiment très important, notamment lorsque les plantes sont soumises à des contraintes. En cas de contrainte, la sécheresse bien sûr, mais pas que, ça peut être le gel, des contraintes mécaniques. Il peut y avoir la formation de bulles d'air dans les vaisseaux. Et ça c'est très important parce que ça peut interrompre le flux de sève et c'est extrêmement dangereux pour la plante. Et dans ce cas-là, eh bien, ces jonctions-là, qui sont des sortes de valves, on appelle ça des ponctuations, qui sont des sortes de valves, peuvent contribuer à sceller le transport entre les différents vaisseaux et à isoler le vaisseau qui s'est vidé, qui s'est embolisé, des autres vaisseaux pour maintenir la fonction de transport de sève. Alors, malgré ces mécanismes-là qui permettent à la plante de se prémunir contre une perte totale de transport de sève, eh bien, dans certains cas, le stress est trop fort, ou alors certaines plantes ont justement des ponctuations comme ça qui ne sont pas suffisamment résistantes, et dans ce cas-là, eh bien, l'embolie peut quand même se propager de vaisseau en vaisseau. C'est ce que vous pouvez voir ici, sur cette partie-là, vous avez une coupe transversale de tiges de plantes, avec à l'intérieur, ici représenté par les flèches, des vaisseaux qui transportent la sève des racines jusqu'aux feuilles. Et ici un grossissement où j'ai utilisé finalement des fausses couleurs pour vous montrer des vaisseaux qui restent remplis d'eau et des vaisseaux vides, non fonctionnels. Eh bien, lorsque les plantes sont en stress sévère, en manque d'eau sévère, eh bien, vous pouvez voir que l'embolie des vaisseaux peut se propager, et ça met grandement la plante en danger. Donc, pour se prémunir contre ces dangers, pour s'adapter à des contraintes parfois sévères de l'environnement, eh bien, les plantes, elles peuvent modifier leur tissu vasculaire, elles peuvent jouer sur différents paramètres, sur l'épaisseur et la composition des parois, notamment en déposant un polymère rigide et imperméable qu'on appelle la lignine. Elles peuvent modifier le nombre et la taille des vaisseaux, ainsi que le nombre et la structure finalement des ponctuations, pour essayer de maîtriser, de contrôler, de réguler ce flux de sève qui est pour elles vraiment fondamental.
Et ce sont finalement ces paramètres-là, c'est la formation du bois et des tissus vasculaires que l'on étudie dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. On cherche à comprendre quelles sont les régulations qui permettent de former le bois chez les arbres, et notamment comment ces régulations peuvent être modifiées lorsque les arbres font face à des contraintes de l'environnement. On cherche à comprendre notamment la fonction des gènes qui interviennent dans ces mécanismes, et les résultats que l'on trouve, eh bien, non seulement ça permet d'anticiper éventuellement l'effet de ces contraintes de l'environnement sur la physiologie des arbres, la survie des arbres, et éventuellement aussi de pouvoir anticiper les effets notamment de l'évolution du climat pour sélectionner des plantes plus adaptées au climat à venir. Voilà. Donc j'en ai fini moi pour la partie transport de l'eau et tissu vasculaire. Je vais passer la parole à mon collègue Nicolas qui va vous parler de choses bien plus précises concernant pollinisation chez les plantes. Donc, bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc, comme on le disait auparavant, je travaille au laboratoire LIPME à INRAE et je suis chercheur en génétique sur le tournesol. Et donc je vais donner maintenant une vision plus appliquée vers l'agronomie et vers un modèle d'étude qui est le tournesol sur l'eau, et illustré avec quelques résultats de nos travaux de recherche et des approches que l'on a dans l'équipe. Donc, cette partie, je l'appellerais plutôt l'eau et les services écosystémiques pour la production et la pollinisation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que les services écosystémiques? Ce sont tous les services que vont remplir une culture dans un écosystème, donc un agro-écosystème comme un champ et un paysage. Et pour la production et la pollinisation, donc la production, c'est ici pourquoi on cultive du tournesol, c'est pour les graines, l'huile, etc. Et la pollinisation, puisque le tournesol va remplir des services écosystémiques comme de fournir des ressources aux pollinisateurs. Et donc on va voir un peu comment l'eau peut agir sur ces services et ces productions ensemble, et en illustrant avec quelques résultats de recherche. Donc, comme le disait Fabien, la plante acquiert l'eau dans le sol grâce à son système racinaire. Elle est transportée par les vaisseaux et arrive au niveau des feuilles où elle va servir à la photosynthèse pour produire des sucres liés l'azote qui est acquis dans le sol à des carbones pour produire des acides aminés. Et en fait, ces molécules riches en énergie et très importantes pour la plante, que sont les sucres et les acides aminés, vont monter jusque dans le capitule du tournesol, donc la structure avec l'inflorescence du capitule, pour remplir les graines grâce au sucre et grâce à l'azote dans les acides aminés. Donc ce processus-là est très important, mais qu'est-ce qui se passe après, en fait? Une fois que l'eau enrichie avec cette sève élaborée arrive au niveau des graines. Alors, ici, on a les tissus vasculaires dont parlait Fabien jusqu'à présent, qui, au niveau du capitule, que vous voyez là, en fait, sont sur l'extérieur, sur la base extérieure du capitule. Ici, c'est plutôt une moelle qui va être inerte et qui va être parcourue par des vaisseaux qui vont partir de l'extérieur et qui vont aller vers les graines à l'intérieur du plateau que forme le capitule. Et donc on voit ici ce cheminement des vaisseaux qui va aller jusqu'à la graine. Voilà. Donc là on voit bien qu'ici dans la coupe on voit certains vaisseaux qui apparaissent ici. Et donc en fait on a voilà, ce système vasculaire qui arrive de la tige, qui est plutôt sur l'extérieur de la tige, qui va être sur l'extérieur du capitule et qui va irriguer tel un réseau l'ensemble des graines qui sont et des fleurs qui sont sur le capitule. Alors si on met un colorant fluorescent dans de l'eau et qu'on plonge une tige de tournesol dedans, en fait ça va être comme de la sève avec ce colorant fluorescent, et ce colorant va monter dans le capitule, et quand on regarde l'image du capitule par derrière en coupe transversale ou par-dessus, on voit bien ce système vasculaire qui irrigue et le colorant qui va aller dans les vaisseaux et monter ici jusqu'à la base des fleurons et ensuite dans les fleurs. Et ici par-dessus on voit que
ça va spécifiquement sur chaque fleur et qu'on retrouve ce colorant et cette sève dans les graines et dans les fleurs des tournesols. Donc, les acides aminés et l'eau et les sucres arrivent ici et première chose qu'ils rencontrent, disons, on va commencer par là, ils vont aller nourrir la graine pour son développement ici. Et donc là, on a l'intérieur de la graine avec l'embryon qui se développe. Et en fait, ça va donner la graine finale et ça va produire de l'huile, environ 50% d'huile pour du tournesol dans une graine, des protéines, 20%, de la cellulose, essentiellement sur la coque de la graine, et puis toutes les parois cellulaires qui sont même à l'intérieur et qui contiennent cette cellulose. Donc, cette eau, elle apporte vraiment toute cette énergie et ces acides aminés qui vont permettre de produire cette huile, ces protéines et cette cellulose. Et donc, pour étudier un petit peu comment la contrainte hydrique de la sécheresse va influencer la production de cette huile, de ces protéines dans les graines, on a développé sur le site de l'INRA de Toulouse et à Haussville une plateforme de phénotypage. Donc, le phénotypage, c'est en fait les technologies qui sont liées aux mesures sur les plantes. Donc, c'est en lien avec la génétique où on travaille les variations du génome. On va caractériser les phénotypes. Donc, les plantes ont des phénotypes, mais les humains ont des phénotypes. Tous les organismes vivants ont des phénotypes. Et donc là, on a développé cette plateforme spécifiquement pour travailler sur des grandes plantes, la germination jusqu'à la maturité complète des plantes en extérieur, et on va pouvoir piloter des scénarios de sécheresse, c'est-à-dire de contraintes hydriques qu'on va appliquer sur les plantes, et donc travailler à la fois comment ils influencent ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le chargement des graines et la production d'huile, de protéines, mais aussi comment ils vont interagir avec d'autres facteurs biotiques, même avec le froid, etc., et en lien avec les gènes, l'activité des gènes dans les cellules. Donc ici, on voit cette plateforme avec une petite vidéo. Donc on a un robot qui se promène sur la plateforme, qui va récupérer le pot. Et puis, on va le voir, je pense, juste après. Il récupère le pot ici et il le pose sur le robot et il va irriguer tous les jours le pot en fonction d'un programme qu'on aura prédéterminé. Donc ça, il peut le faire sur les 1300 plantes qui sont sur la plateforme tous les jours. Et donc, on va avoir une variété de tournesols auquel on va appliquer un scénario de sécheresse et on va mesurer ensuite différents caractères comme la production de feuilles, la vitesse de développement, la transpiration dont on parlait pour la photosynthèse et puis, in fine, la production des graines et d'huile, etc. Alors, si on fait ça, ce qui est très intéressant dans une plateforme comme ça, c'est qu'en fait, on peut le faire automatiquement, donc on peut le faire sur des grandes durées. Quand j'ai commencé à travailler à INRA il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas la plateforme et il fallait venir tous les jours, donc le week-end évidemment, peser les plantes, irriguer, etc. sur des centaines de plantes. Et donc ça, évidemment, c'est laborieux, donc on avait un problème de débit. Et puis, c'était compliqué de faire des expériences qui duraient 2 mois, 3 mois, où il fallait venir tous les jours sur des centaines de plantes, puisqu'il faut plusieurs heures pour faire tout ce dont je parle par jour. Donc, on a développé la plateforme, et maintenant, on peut le faire sur 45 jours depuis la floraison. Donc là, par exemple, on voit, donc, au début de la floraison, jusqu'à la maturité totale des plantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des contraintes hydriques différentes. Donc ici, c'est irrigué en bleu ciel, et c'est stressé en bleu foncé. Cette valeur de fraction d'eau transpirable du sol, c'est un petit peu le pourcentage d'eau qui reste si vous laissez mourir votre plante dans votre pot parce que vous êtes parti en voyage pendant 2 mois, vous revenez, en fait la plante est morte, le pot est à son poids minimal quelque part, mais il reste de l'eau dedans. Donc que la plante n'a pas pu extraire. Et donc ça, ce serait un niveau 0 ici. Et donc, en fait, on exprime ensuite un pourcentage d'eau qu'on rajoute jusqu'à ce que le pot soit saturé. Et donc, c'est une forme de pourcentage de 20% à 100%, sachant qu'à 10%, la plante ne produit plus de graines, elle est quasiment morte. Donc voilà, on a cette diversité. Donc là, on peut mettre ça en place automatiquement sur des centaines de plantes et regarder un petit peu qu'est-ce qui répond, à quel moment les plantes commencent vraiment
à changer leur développement, à réduire la biomasse, à changer leur surface foliaire, et puis après à réduire le développement des graines, la grosseur des graines, le nombre de graines. Donc si on fait ça, donc là j'ai un peu déformé les graphes, mais on a les trois variables. Donc sur la biomasse, on voit ici que ici on n'est pas stressé et ici on est stressé. Donc on voit qu'en fait, jusqu'à 60% d'eau dans le sol, il ne se passe pas grand-chose. En fait, les plantes s'adaptent, elles régulent, elles mettent en place des stratégies, et donc on ne voit pas d'impact vraiment ni sur la biomasse, ni sur les rendements. Et ça, c'est vrai sur cette plateforme, mais c'est vrai aussi en champ. Quand on modélise en champ les pourcentages d'eau dans le sol, etc., sur du tournesol, jusqu'à 60%, il n'y a pas vraiment d'impact sur le rendement. Et ensuite, on voit la baisse de la biomasse globale des plantes. Et puis, sur le chargement des graines, on voit également donc, la taille pour chacun des grains, à quel point il a réussi à se remplir. Et puis, ça c'est le point des grains totaux et le remplissage des grains spécifiquement. Donc on voit qu'en fait, il y a une mise en place de beaucoup de stratégies jusqu'à un point, et puis ensuite, il y a vraiment un impact qui est très fort. Donc ça, on peut le faire sur cette plateforme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut non pas seulement regarder l'impact final au niveau des graines et du rendement, mais on peut savoir comment ça se passe. En fait, quels sont les gènes qui ont été importants pour répondre à la sécheresse et tolérer la sécheresse. Donc si on reprend un peu ce schéma, on schématise ici, on a notre temps depuis la floraison, on met en place notre stress hydrique, voilà, on met deux conditions, on irrigue pas, et ça pendant 45 jours. Et on va pouvoir échantillonner, voilà, les graines. Alors c'est destructif, hein, donc on a des centaines de plantes. Toutes les semaines à peu près, 2 fois par semaine ici, on vient et on détruit des plantes, on prélève des graines et on va regarder l'activité des gènes dans ces graines. Et donc si on fait ça, par exemple, pour un gène ici qu'on avait identifié par ailleurs, dont je ne raconte pas toute l'histoire, on voit que en fait, ce gène, spécifiquement en fin de cycle, quand les plantes sont stressées, il s'active, il devient actif et il va en fait permettre, il va être impliqué, disons, dans la réponse de ces graines au stress hydrique, à la sécheresse. Alors que quand les plantes sont irriguées, en fait, ce gène n'est pas particulièrement activé. Donc il y a vraiment une implication de ce gène dans la réponse au stress. Et on peut ainsi décortiquer quels sont les mécanismes génétiques, moléculaires dans les graines qui font que ces graines vont être plus petites, plus nombreuses, etc. en réponse à la sécheresse. Alors si on va un petit peu plus loin dans les expériences, on a identifié 12 lignées de tournesol, donc des génotypes, des sortes de variétés qui sont fixées, sensibles, et 12 lignées tolérantes. Et on regarde leur remplissage de graines en fonction du stress hydrique et en fonction de l'allèle de ce gène. Donc il y a un allèle qui permet une tolérance et il y a un allèle qui rend les plantes sensibles. Et en fait, quand on voit ici à chaque fois l'impact du stress hydrique, ici un petit décalage, on voit que quand on a l'allèle tolérant, globalement on a des plus petites graines. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la masse totale des graines que produit la plante, en fait, quand on a un allèle de tolérance, même quand on est en situation de stress hydrique, on continue à produire beaucoup de graines. Elles sont un peu plus petites, mais en fait, il y en a plus. Et donc, en fait, le rendement est maintenu. La production de graines totale de la plante est maintenue, même en situation de stress, quand on a un allèle de tolérance. Inversement, quand on a un allèle de sensibilité, en fait, si tout va bien et si il y a de l'irrigation, pas de problème de sécheresse, eh bien, on va produire plus de graines en masse. Mais par contre, s'il y a un stress hydrique, il y a une plus grande sensibilité et donc on va vraiment perdre en production. Donc ici, on voit un peu comment on peut utiliser ces plateformes de phénotypage au débit pour mettre en évidence le fonctionnement des gènes sur le remplissage des graines et trouver des solutions pour permettre à des cultures comme le tournesol de mieux tolérer la sécheresse dans le futur. Alors, le fonctionnement également de ces gènes, c'est ce qui est intéressant, et pour faire le lien avec ce que disait Fabien, c'est que ces gènes ils sont connus, et grâce aux espèces modèles, on peut comprendre en fait où est-ce qu'ils fonctionnent, même chez le tournesol. Et ici, si on revient sur le schéma que montrait Fabien sur le schéma d'une cellule végétale, on a des organites dans la cellule, comme les chloroplastes et les mitochondries, et ce gène est, en fait fait partie de la mitochondrie,
et ici dans la membrane de la mitochondrie, et il va réduire la quantité d'espèces réactives d'oxygène. Les espèces réactives d'oxygène, c'est quelque chose que tous les organismes vivants produisent quand ils sont stressés. Donc nous aussi, on est stressé, en vieillissant, etc. On en fait plein, ça fait des rides, ça nous rend... voilà, c'est source de beaucoup de maladies, c'est impliqué dans beaucoup de maladies ou de réponses au stress chez les humains aussi. Et chez les plantes, c'est pareil. La sécheresse, en fait, va induire ces espèces réactives d'oxygène dans les cellules. Ce gène en particulier, lui, va permettre de les détoxifier, de prendre de l'oxygène et en fait de réagir avec ces espèces réactives d'oxygène pour produire de l'eau. Mais c'est intéressant parce que c'est ces espèces réactives d'oxygène qui sont à l'origine du déclenchement de processus dans la plante comme la sénescence, c'est-à-dire la mort cellulaire finalement dans ces cellules qui va être déclenchée à partir d'un certain niveau d'espèces réactives d'oxygène. Donc ça fait partie de cette voie de signalisation qui déclenche la sénescence en réponse à la sécheresse. Donc on comprend mieux comme ça, grâce à ces outils de phénotypage au débit, grâce aux connaissances sur les espèces modèles, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas, où on a beaucoup plus de connaissances et de ressources génétiques, on peut comprendre et décortiquer le fonctionnement de ces gènes et l'implication pour des cultures comme le tournesol. Alors après, on a vu tout à l'heure que voilà, la sécheresse va impacter le chargement de sucre et d'acides aminés dans la graine et qui produit l'huile et les protéines. Mais on a un petit peu oublié une étape qui est importante quand même dans la biologie de la plante, c'est qu'avant de faire une graine, il faut d'abord être pollinisé. Donc il faut d'abord qu'il y ait du pollen qui vienne féconder l'ovule à l'intérieur de la fleur. Et pour ça, sur des plantes comme le tournesol, on a besoin d'attirer des pollinisateurs. Et donc en fait, il faut produire du pollen et du nectar pour attirer les pollinisateurs. Donc les sucres et les acides aminés, en fait, ils vont aller dans ce qui va devenir ensuite la coque et autour de l'embryon du tournesol pour monter vers la fleur et permettre la production de la fleur. Et en fait, quand on regarde cette fleur ici, à la base, vraiment entre la graine et la fleur, on a une structure qui s'appelle le nectaire, qui est une sorte d'anneau. Ici, on le voit bien sur ces graines qui sont blanches. C'est en fait cette petite structure noire qui est à l'intérieur, là, toute fine. Et donc ici, en microscopie, on voit, là, le fleuron est détaché, et donc le nectaire reste sur la graine, et on peut le voir comme ça en microscopie. On voit bien cet anneau. Et cet anneau ici, il est sur une coupe, mais c'est représenté par ces deux protubérances. En fait, il va être nourri par l'eau et les sucres et les acides aminés qui arrivent par les vaisseaux, ici, que j'ai représentés avec les flèches. Et les vaisseaux, ici, on voit les vaisseaux du phloème qui amènent cette eau, qui sont ces cellules. Alors, comme c'est une coupe, on voit les cellules un peu en biais et plus denses, ici. Et donc, les vaisseaux arrivent à proximité des nectaires. Les nectaires vont prendre ce sucre et l'eau et l'exsuder dans cet espace ici, et où on va pouvoir avoir le nectar. Et donc les insectes pollinisateurs vont se poser, ils vont avec leur trompe aller prélever le nectar, et en faisant ça, ils amènent du pollen et permettent la pollinisation. Donc en fait, l'eau, elle est très importante également pour ce type d'interaction biotique qui est autour de la pollinisation. Donc nous, ce qu'on fait sur cette plateforme, justement, dont je parlais, c'est qu'on va regarder l'impact de la sécheresse et du manque d'eau sur cette production de nectar et comment ça impacte les visites des pollinisateurs. Donc en fait, on a les tournesols ici. La veille, on met des filets qu'on enlève pour faire les prélèvements, évidemment, et on voit que nous, on met nos capillaires pour aller prélever au fond des tubes floraux le nectar. Et on voit ici même une abeille qui est en train de prélever. On a beaucoup de visites d'abeilles, de bourdons, de papillons, etc. sur ces tournesols. Et puis pour compléter ces mesures sur le nectar, en fait, on va également photographier les plantes de façon régulière pour mesurer les visites. Donc quand on regarde un peu l'impact de la sécheresse là-dessus, ce qu'on voit ici sur trois variétés de tournesol, enfin des lignées, donc CI, IR, XRQ, donc trois tournesols qui sont très différents. On va voir que l'impact de la sécheresse va à chaque fois diminuer les volumes
Donc les volumes dans les fleurons sont très variables puisque les fleurons sont à des stades très différents en fait de développement. Donc on a pas mal de variabilité, mais on a une diminution systématique de 22 à 48% des volumes de nectar. Mais comme la sécheresse impacte aussi la photosynthèse, en fait il y a moins de sucre produit par la plante. Donc on diminue également la concentration en sucre de ce nectar. Donc c'est pas qu'il est il y a moins de volume mais plus concentré, c'est bien qu'il y a moins de volume et il est moins concentré puisqu'il y a moins de photosynthèse. Et donc ça, c'est ce qu'on observe ici. Et au total, on a une quantité de sucre totale disponible pour les abeilles. C'est ça qui est important pour la ruche in fine, c'est la quantité de sucre que les abeilles peuvent rapporter pour nourrir les larves, qui va être diminuée de 25 à 60% en fonction des variétés. Donc d'une façon, là on caractérise l'importance de la sécheresse en fait finalement pour la production des ressources pour les pollinisateurs. On voit également qu'il y a une diversité génétique qui est importante dans une espèce et qu'on doit pouvoir trouver des solutions génétiques pour maintenir la production de nectar et de pollen pour les pollinisateurs dans les écosystèmes. Alors, est-ce que finalement ces changements de production de nectar qu'on a vu, ils impactent vraiment les visites des pollinisateurs? Donc pour ça, je le disais, on a développé des outils de détection automatique des abeilles et des insectes en général qui visitent les plantes. Donc on ne sait pas forcément s'ils pollinisent, c'est pour ça qu'on appelle ça des insectes floricoles qui visitent les fleurs. Et donc là, on développe ces outils de détection automatique et ça nous permet de mesurer ici, au cours de la journée. Ici, on a pris les abeilles et les papillons de nuit. Au cours de la journée et de la nuit, en fait, le nombre de visites qu'on observe en moyenne sur nos plantes. Et ce qu'on observe, par exemple, ici sur les papillons, c'est qu'on a des papillons de nuit, mais qu'il n'y a pas d'impact de la sécheresse, puisqu'en pointillé, c'est les plantes qui sont stressées, et en ligne pleine, ce sont les plantes qui sont non stressées. Donc la nuit, les papillons, en tout cas, ne sont pas impactés par le manque de nectar a priori sur ces plantes. Par contre, la journée, on voit qu'il y a une différence entre les deux, mais on détecte plus d'insectes, plus d'abeilles, en fait, sur les plantes qui sont stressées. Alors l'hypothèse ici, l'explication, disons, c'est plus que, en fait, comme il y a moins de ressources, elles sont obligées d'y passer plus de temps, et comme nous, on prend les photos toutes les 5 minutes, on a plus de probabilité de détecter des abeilles sur ces plantes. Et donc, in fine, donc ça c'est important de comprendre les visites et de voir ce qui se passe sur la plante, mais in fine, il faut mettre en relation ce que les abeilles rapportent à la ruche. Et donc là, il faut mesurer en parallèle les poids des ruches. En fait, c'est comme ça que ça se mesure. On mesure le poids de la ruche au cours du temps. Et quand les abeilles ramènent beaucoup de ressources, on voit le poids qui augmente de la ruche et on sait qu'elles ont ramené beaucoup de ressources et donc elles ont des ressources dans leur environnement. Donc ce sont des choses qui se font de façon complémentaire avec les scientifiques qui travaillent sur les abeilles et l'apiculture. Donc pour conclure un petit peu sur ces parties, on voit que finalement l'eau elle est importante dans les différents systèmes dans les différents services que remplit un tournesol, la production des graines, l'huile, les protéines, la biomasse des plantes, sur les processus de régulation écosystémique dans l'écosystème avec notamment la fourniture de ressources pour les pollinisateurs. Et puis, le tournesol a une place spéciale dans la culture mondiale, avec à la fois les Aztèques, les Chinois, les Européens qui ont une particularité, c'est la première plante qui a un émoticône quand même. Donc c'est important. Et peut-être que l'eau, également à ce niveau-là, en déplaçant les surfaces de culture et du fait aussi que le tournesol est une plante tolérante à la sécheresse, elle a été adoptée dans des nouvelles cultures comme en Europe du Sud, autour du bassin méditerranéen, alors qu'elle est originaire d'Amérique. Et donc d'une certaine manière, même l'eau a un petit peu influencé la dimension culturelle du tournesol. Et donc voilà ce que je voulais illustrer là. Et maintenant je vais laisser la parole à une autre illustration du rôle de l'eau pour les plantes autour des maladies. Donc pour finir, moi je vais vous présenter donc le rôle de l'eau dans l'immunité végétale, donc des plantes. Donc l'idée c'est de faire un lien entre l'eau, les plantes et le développement des maladies.
Donc, tout au cours de leur existence et de leur vie, les plantes, elles se développent dans un environnement qui leur est imposé, de par leur incapacité à se mouvoir et donc à changer et choisir un milieu plus propice. Et donc, dans cet environnement, on retrouve notamment des microbes pathogènes, comme des champignons ou des bactéries, qui vont être capables de développer des maladies sur ces plantes. Et un certain nombre de ces maladies sont favorisées par la présence d'eau dans le milieu. C'est le cas de toutes ces maladies présentées ici, qui touchent donc des fruits et des légumes importants pour l'alimentation humaine. Et donc, ces maladies elles vont être favorisées à différentes étapes du cycle par la présence d'eau. Donc, si on prend par exemple le cas du flétrissement bactérien, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle Ralstonia, qui est capable d'infecter un grand nombre de plantes, dont ici donc l'aubergine, mais également par exemple la tomate. Et donc cette bactérie, elle est présente au niveau du sol et elle va être capable d'infecter les plantes par les racines. Donc la première étape, ça va être pour les bactéries en fait de se déplacer, donc de nager en fait grâce à leurs flagelles jusqu'aux racines de la plante. Et une fois dans les racines, elles vont se propager dans l'entièreté de la plante en utilisant les vaisseaux conducteurs que Fabien a présentés. Donc, les vaisseaux conducteurs présents dans la tige qui permettent cet afflux d'eau jusqu'au sommet de la plante. Et donc, en fait, cette bactérie, une fois dans ces vaisseaux, en fait, elle va se multiplier, ce qui va créer des sortes de bouchons. Et ces bouchons, ça va entraîner, en fait, une impossibilité pour la plante de faire monter cette eau ou de descendre des nutriments ou des sucres pour nourrir la plante. Et donc, en fait, ça va entraîner une déshydratation et donc la mort de la plante. Un autre cas de maladie où l'eau est impliquée, c'est une autre bactérie qu'on appelle Pseudomonas, qui est capable d'infecter différentes plantes, elle aussi. Ici, je vous présente des feuilles d'arabette. C'est une plante qui est très utilisée en biologie végétale, qui est une plante qu'on retrouve notamment au bord des chemins ou des routes. Et ici, cette étude montre deux cas d'intensité d'humidité. Donc, soit on est à une humidité ambiante de 50%, soit une très forte humidité ambiante à 95%. Ce qui est prouvé dans cette étude, c'est que lorsqu'on est sur une très forte humidité, la bactérie va être favorisée en fait par cet environnement humide et va entraîner un niveau de maladie plus important. Et donc, en fait, durant ma thèse, mon objectif, c'est d'essayer de trouver et de comprendre ce lien entre la disponibilité en eau et l'immunité des plantes. Donc, pour ça, j'utilise une maladie qu'on appelle la nervation noire, qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle Xanthomonas. Et dans mon cas, j'étudie cette bactérie sur la plante arabette, qu'on vient de voir juste avant, et également sur le chou-fleur. Et la particularité de cette bactérie, c'est qu'elle est capable d'entrer dans les plantes par les feuilles, mais pas par n'importe où, par des hydatodes. Les hydatodes, c'est des petits organes qui sont retrouvés à la bordure des feuilles, ici, et qui permettent à la plante d'évacuer l'eau. Donc ça, c'est possible surtout dans des conditions de forte humidité, ou après la nuit, par exemple. La plante va avoir beaucoup accumulé d'eau dans ses tissus, et ces hydatodes sont là pour évacuer cette eau sous forme de gouttelettes. C'est notamment visible dans beaucoup de plantes au petit matin, notamment dans les maisons ou dans les appartements. Et donc dans une condition d'infection normale, on a la bactérie ici qui est colorée en bleu. Elle va passer par cette gouttelette pour entrer dans la plante par le pore de l'hydatode, présent ici, on voit ici. Et une fois dans l'hydatode, elle va pouvoir se multiplier avant de se propager dans le reste de la plante par à nouveau les vaisseaux conducteurs, en utilisant ces vaisseaux qui sont donc gorgés d'eau pour se propager dans toute la plante. Ce qui a été montré dans l'équipe dans laquelle je fais ma thèse, donc d'abord sur le chou, c'est que lorsqu'on bloque les hydatodes, donc pour faire ça, en fait, ils appliquent une graisse qui va en fait boucher l'ensemble des hydatodes. Donc on l'applique sur la marge de la feuille. Et dans ce cas-là, on observe une accumulation d'eau dans les tissus, puisque cette eau ne peut pas être évacuée. Donc, elle va stagner au niveau des tissus de la feuille. Lorsqu'on ajoute la bactérie, on voit que dans la condition où les hydatodes ont été bloqués, on a des symptômes beaucoup plus importants, donc un développement de la bactérie qui semble être plus important.
Et ces résultats sont aussi retrouvés lorsqu'on étudie l'autre plante qu'infecte cette bactérie, donc Arabet. À nouveau, en bloquant les idatodes, on observe ici l'accumulation d'eau dans les tissus, donc une sorte d'inondation. Et lorsqu'on utilise un mutant qui a moins d'idatodes, donc c'est-à-dire qu'au lieu de retrouver une multitude d'idatodes ici à la bordure de la feuille, il en a un seul et unique à l'extrémité. On voit à nouveau que ce mutant a aussi une inondation, donc une accumulation d'eau dans les tissus, et que à nouveau il est plus sensible, c'est-à-dire qu'on a plus de maladies sur ce mutant par rapport à une condition normale. Et une autre observation qui est faite, c'est que contrairement à tout à l'heure, toujours la bactérie colorée ici en bleu, au lieu de rentrer par les idatodes, puisque c'est pas possible pour elle puisqu'ils ne sont pas présents, et ensuite d'aller infecter les tissus vasculaires de la plante, elle va directement être capable d'infecter les tissus de la feuille hors du système vasculaire. Et donc l'hypothèse qui est mise ici, et qui est donc l'hypothèse de ma thèse, c'est que ce développement de cette bactérie hors des tissus du système vasculaire, elle est possible grâce à la forte présence en eau liée du coup à ce mutant qui a moins d'idatodes ou une plante qui est scellée. Donc finalement, l'eau, elle peut avoir différents rôles au cours du cycle d'infection. Donc globalement, une bactérie ou un champignon, elle va être capable ce microbe va être capable d'infecter une plante, que ce soit par les racines ou par les feuilles. Et l'eau va déjà pouvoir jouer un rôle à cette étape-là, puisqu'il va pouvoir faciliter l'entrée dans la plante. Comme tout à l'heure, par exemple, un environnement plus humide va permettre à la bactérie dans le sol de nager plus facilement jusqu'aux racines, ou au niveau des feuilles grâce aux gouttelettes des idatodes qui permettent l'entrée de la bactérie dans la plante. Une fois dans la plante, la bactérie va être capable de se multiplier et de se propager dans toute la plante. Et à nouveau, c'est favorisé et facilité, par exemple, par la présence des tissus vasculaires qui favorise donc le passage, par exemple, des bactéries, des feuilles jusqu'aux racines ou des racines jusqu'aux feuilles. Ensuite, le microbe va rentrer dans une phase de reproduction et les produits de cette reproduction, comme par exemple les spores, vont ensuite être libérés dans l'environnement et vont être disséminés jusqu'à une prochaine plante qui pourra infecter. Et ici aussi, l'eau peut jouer un facteur de dissémination par l'arrosage, par les rivières, etc. Donc finalement, pour conclure, l'eau, quel que soit son état, elle peut avoir un impact important dans le développement des maladies. Donc sous forme liquide, c'est ce qui est le plus connu et c'est ce que je viens de dire. C'est concernant les pluies, l'arrosage ou par les cours d'eau qui permettent de disséminer des bactéries ou des spores de champignons. On a aussi des études maintenant qui montrent que l'eau sous l'état solide, notamment sous la forme donc, des glaciers, en fait, permettent de relarguer d'anciens microbes qui ont été glacés dans ce permafrost. Et avec la fonte des glaces actuelles, on retrouve des microbes ancestraux qui sont relargués dans notre environnement actuel. Et enfin, on a aussi l'eau sous forme gazeuse, notamment par les nuages. Il y a de nombreuses études maintenant qui prouvent que certaines bactéries sont capables de survivre dans les nuages et ainsi être transportées à largement plus grande distance entre deux villes, deux pays, etc. Et donc, on voulait remercier l'ensemble de nos collègues du LRSV et du LIPME et l'Université de Paul Sabatier et le Pôle Culture pour l'organisation et l'invitation à cette conférence. Merci à tous.